Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Information dont voici les titres. Les mangroves constituent un écosystème de marais maritimes très riche en espèces végétales. Les protéger et les conserver participent à la lutte contre le changement climatique. En quoi sont-elles utiles pour l'écosystème? Un spécialiste nous éclaire. On fera une incursion dans le quotidien des personnes chargées d'assurer la sécurité des engins des usagers de certaines institutions ou des centres et lieux publics ou privés. La garde de moto nourrit-elle son homme? Élément de réponse à suivre. Il touche près d'une femme sur 10 dans le monde entier et se manifeste de diverses manières. Le syndrome des ovaires polykystiques est un trouble hormonal pouvant causer l'infertilité. Nous en parlerons dans cette édition. Caractéristiques des zones tropicales humides, bercées par les marais, les mangroves sont une niche écologique, mais elles sont souvent défrichées pour aider à construire des bassins à crevettes ou servir de bois de chauffage. Aujourd'hui, les mangroves, encore mal connues et vues comme des lieux sans intérêt, sont détruites. Pourtant, le tourisme balnéaire dans les mangroves est une source de valeur ajoutée au développement local. Ebenezer Oudjinou espère en mangroves nous parle ici de l'importance des mangroves pour l'écosystème. Ici, nous sommes en face de l'espèce Avicennia germinans. C'est l'une des espèces phares de mangroves. C'est une espèce indicatrice de salinité dans un milieu. Quand vous voyez ça dans la mangrove, vous pouvez être sûr que la salinité est élevée à ce niveau. Et c'est ça qui guide même les femmes quand elles veulent faire le sel. C'est dans ces milieux-là que ces femmes identifient ces arbres et c'est là qu'elles raclent le sol pour pouvoir faire le sel. Donc c'est une espèce très importante pour les populations. Elles aiment ça. Et quand vous voulez faire un reboisement à succès, il faut forcément associer cette espèce et ne pas faire que l'autre espèce qui est le Rhizophora racemosa qui est facile à planter. Ici, nous avons fait la pépinière où on a récolté les graines, on les a mis dans des sachets et il y a eu un suivi. Déjà, nous avons 4 feuilles. Là, ça veut dire que c'est prêt. On peut aller remettre ça. En fait, on peut aller faire le reboisement avec. On essaye de recréer l'écosystème qu'il y avait pour que, de façon durable, nous puissions nous projeter dans le développement. Je crois que c'est dès le bas âge qu'il faut reformater le citoyen de demain qui va comprendre que les zones humides ne constituent pas un dépotoir, mais une richesse qu'il faut protéger et préserver. Je crois que les enfants sont les mieux placés pour prendre cet héritage-là. Dans toutes les villes du Bénin en général et celles de Cotonou en particulier, les gardes vélos sont partout visibles. Ils font partie du décor qu'offre la façade de plusieurs entreprises et institutions à Cotonou. Ceux qui assurent la sécurité des motos permettent aux propriétaires de ces engins à 2 roues de vaquer librement à leurs occupations. Cette activité en plein essor semble nourrir son homme, nous dit Ulvaeus Balogun. Nous venons à 7h et à 20h nous fermons. Les gens viennent garer leurs motos et nous les surveillons. Nous n'avons jamais eu de perte de moto. Tel est le quotidien de Daniel. Son activité est de veiller sur ses motos. À Cotonou et dans quelques villes du Bénin, il n'est pas rare de voir des espaces aménagés pour accueillir et assurer la sécurité des motos. Avant, nous surveillions les motos sans ticket. Quand les clients finissent de vaquer à leurs occupations, ils payent. De plus en plus, avec l'affluence de la clientèle, nous avons loué cet espace pour mieux veiller sur les motos. 250 à 300 motos, parfois plus. Le nombre chaque fois grandissant de motos à ces postes de garde vélo augmente le chiffre d'affaires des promoteurs. Cette activité permet aux jeunes qui s'y investissent de subvenir à leurs besoins. Cette activité est très rentable. C'est une bonne activité. Tu payes 100 francs toutes les fois que tu nous confies ta moto de jour comme de nuit. C'est par cette activité que nous payons le loyer, l'emplacement pour le garde-vélo. Nous assumons les besoins de notre famille. C'est un métier qui est un peu difficile, mais c'est bon.
ça nourrit l'homme en question. Bien que cette activité génère de bons revenus aux acteurs de ce domaine, ils font également face à des difficultés. Cette activité est très difficile. Quand tu assures la garde d'une moto, la crainte de la perdre est permanente. Voyez mes paumes de main, elles sont sèches. Pire, les béquilles des motos nous déchirent les pieds. C'est pénible. Garde vélo, cette activité banalisée par le grand nombre semble rentable selon les acteurs. Mais au regard de leur nombre croissant, une organisation s'avère indispensable pour en faire un secteur porteur pour l'économie nationale. Parlons santé à présent, mais précisément du syndrome, autant pour moi, des ovaires polykystiques, encore appelée dystrophie ovarienne. Cette pathologie touche près d'une femme sur 10 dans le monde entier. Ce trouble hormonal dont les femmes en souffrent de plus en plus est l'une des causes d'infertilité chez la femme. Zaïd Olatunji, gynécologue obstétricien, en parle dans ce reportage signé Amandine Aliambosso. Pathologie endocrinienne la plus fréquente chez la femme, le syndrome des ovaires polykystiques touche les femmes de 15 à 40 ans et il constitue la principale cause des troubles de la fertilité. Le syndrome des ovaires micropolykystiques est un dysfonctionnement hormonal qui intéresse tout l'organisme et qui peut avoir des manifestations sur le plan gynécologique, essentiellement déjà des règles qui vont être irrégulières et une élévation du taux de testostérone des hormones mâles, en fait d'androgènes dans l'organisme, et l'apparition à l'échographie sur des ovaires de petits sacs liquidiens qu'on appelle des microkystes en nombre important. L'origine du syndrome des ovaires polykystiques n'est pas encore bien connue, mais les symptômes varient d'une femme à une autre. Ce qui va amener les femmes en consultation le plus souvent, ce sont des règles irrégulières et souvent une difficulté à tomber enceinte. Pourquoi les règles vont être irrégulières? C'est parce qu'en fait, il n'y aura pas d'ovulation. Et quand il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de corps jaune. Le corps jaune sécrète une hormone qu'on appelle la progestérone. Et c'est la chute du taux de progestérone qui déclenche l'apparition des règles. Vu qu'il n'y a pas eu d'ovulation, on n'aura pas de taux de progestérone élevé. Donc les règles ne vont pas venir à temps, elles vont venir très tard, selon la profondeur du déséquilibre. 35 jours pour certaines, 40, 2 mois, 3 mois, peut-être 6 mois pour d'autres. Donc, c'est ce qui fait qu'on a ces règles en fait qui sont irrégulières. On sait que le surpoids a tendance à être aussi responsable. Le syndrome des ovaires polykystiques persiste toute la vie. Heureusement, des traitements existent pour accompagner les désirs de grossesse. S'il y a un désir de grossesse, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà la maladie des ovaires micropolykystiques, elle va entraîner des règles irrégulières, mais surtout des troubles de l'ovulation. C'est des femmes qui vont voir leurs règles, mais qui ne vont pas forcément ovuler ou qui vont ovuler une fois sur 3 ou une fois sur 4. Donc une difficulté à tomber enceinte. Par rapport à ça, aujourd'hui, on a des médicaments, des molécules qui permettent de stimuler l'ovulation. Et en général, ça marche assez bien, à part quelques-unes qui vont peut-être devoir aller jusqu'à la fécondation in vitro. En dehors du désir de grossesse, on n'arriverait pas vraiment à traiter la maladie vu qu'on ne maîtrise pas sa cause. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre des traitements hormonaux pour pouvoir régulariser les règles. Mais en général, dès qu'on les arrête des mois après, le déséquilibre se réinstalle. Il est également prouvé qu'un amaigrissement d'au moins 5% améliore les symptômes et favorise le rétablissement d'une ovulation. On parle toujours santé, mais cette fois-ci de coronavirus au Sénégal face à la flambée du taux de contamination au coronavirus enregistré dans certaines régions du pays. Les autorités sénégalaises ont déclaré un état d'urgence et un couvre-feu dans 2 régions, dont Dakar. D'autres mesures restrictives ont été prises pour lutter contre la propagation du virus. Le Sénégal fait partie des pays africains les plus touchés par l'épidémie de la Covid-19.
Au Kenya, des milliers d'écoliers et de collégiens ont repris le 4 janvier 2021 le chemin des salles de classe pour la première fois depuis la fermeture le 15 mars 2020 du système scolaire en raison de l'épidémie liée à la Covid-19. Mais dans le comté de Kisumu, près du lac Victoria, des élèves peinent à se rendre en classe en raison de la montée des eaux du lac Victoria. Plusieurs apprenants ont repris l'école des pieds dans l'eau. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bg.